Ça désiste pas mal à Paris, et puis en fait surtout partout en France. Je parle des triangulaires, des ballottages, des désistements de candidats aux élections législatives pour dire non au Rassemblement national au pouvoir. Depuis dimanche soir, on compte plus de 130 désistements pour la gauche, plus de 80 pour le camp présidentiel. La liste des candidats au deuxième tour a été arrêtée hier à 18h. Gabriel Attal, le Premier ministre, assurait ce matin chez nos copains du 5e étage, c'est France Inter, qu'il est possible d'éviter une majorité absolue pour le Rassemblement national. Et maintenant qu'on a dit ça, que reste-t-il comme alternative ? Eh bien peut-être chez les adversaires du RN, l'idée qu'il faudra travailler ensemble. Bonsoir Dorian Dreuil. Bonsoir. Dorian, tu es politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Tu es par ailleurs enseignant à l'Université Paris-Nanterre. Salut Dorian, à tes côtés Rémi Oudguiri, qu'on retrouve, qui était déjà venu une fois. Salut Rémi. Bonsoir. Tu es sociologue et écrivain, directeur de Sociovision, qui est une filiale de l'IFOP, spécialisée dans les études sur les valeurs et les modes de vie. Tu as commis L'échappée belle, l'art de s'évader un peu chaque jour, ainsi que La société très secrète des marcheurs solitaires, 2 ouvrages commis aux presses universitaires de France, PUF. Et à mes côtés, une consoeur, Aurore Malval. Salut Aurore. Salut. Tu es rédactrice en chef de Marianne. C'est ça, du site internet. Bienvenue. Merci. De nombreux appels au désistement ont lieu ces derniers jours. À quoi ressemble la carte électorale pour le second tour des législatives ? Qu'est-ce qui se dessine ? Est-ce que ça montre qu'il y a effectivement un front républicain et est-ce que le RN doit en avoir peur ? Aurore, peut-être. Alors oui, pour te répondre très clairement, oui, il y a beaucoup de désistements. Tu as annoncé les chiffres, je crois. Je ne suis pas sûr qu'ils soient bons d'ailleurs, les chiffres. Je pense que si, mais je ne les ai pas retenus. Je crois qu'il y a à peu près 130 désistements pour la gauche et il me semble peut-être 90 ou quelque chose. 80, moi j'avais 80, ouais, mais... Entre 80 et 90 pour la majorité présidentielle, qui a moins, je dirais, moins spontanément et moins facilement que le nouveau Front populaire décidé de se désister. Bon, c'est sûr qu'à gauche, les candidats commencent à avoir l'habitude de ce barrage républicain, de ce front républicain, puisque c'est régulièrement, je dirais presque depuis 2002, toujours à eux qu'on demande de faire ce fameux barrage. Je pense qu'on y reviendra après, mais là, juste sur les désistements, effectivement, il y a des candidats de la Macronie qui n'ont pas tous, entre guillemets, joué le jeu du désistement républicain. Est-ce que ça veut dire forcément que ça va faire perdre le candidat opposé au RN ? Pas nécessairement, pas partout, parce que je pense que justement il y a des petites subtilités. On est dans une élection extrêmement compliquée qui est très locale. Il y a 577 circonscriptions et autant de cas de figure très différents. Donc évidemment sur la logique voudrait cette solidarité entre guillemets républicaine qui s'était mise en place voudrait qu'il y ait des désistements partout. Alors je sais que Gabriel Attal, pour essayer d'excuser un petit peu ses troupes, a dit oui, parfois ils vont se maintenir parce que justement leur désistement apporterait plus de voix au RN qu'autre chose. On verra, parce qu'en fait on est dans un cas inédit de deuxième tour. On n'a jamais eu en fait un deuxième tour dans ces configurations-là. Je rappelle, avec déjà à gauche des gens aussi qui en ont ras-le-bol du Front républicain, qui est de se désister, de ne pas avoir leur candidat et de voter pour faire barrage au RN. On sait qu'en 2017, il y a des gens qui en ont eu marre, qui ont dit la prochaine fois je ne le fais pas. Alors là, je pense qu'on est face à une situation aussi inédite parce que c'est la première fois que le RN est aussi près du pouvoir. Et de l'autre côté, on a aussi ces électeurs de centre droit qu'on ne connaît pas vraiment dans une configuration Front républicain. On ne sait pas finalement s'ils vont pas préférer rester chez eux, alors que leur parti leur répète depuis au moins 6 mois très très fort, et même avant, que finalement le nouveau Front populaire c'est le diable, que LFI c'est le diable, et que pas une voix ni pour le RN ni pour LFI. Donc effectivement, on est dans une configuration un peu singulière. Rémi ? Oui, je pense que ce qui est important de voir, c'est la polarisation de la société française aujourd'hui. Je pense que, tu viens de le rappeler, Aurore, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une diabolisation qui n'a jamais eu autant d'intensité entre ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche, ceux qui sont au centre, de sorte que personne n'a envie de se parler. C'est pour ça que, au-delà du caractère totalement inédit d'un rassemblement national si haut, avec une chance quand même, une probabilité de gagner qui est vraiment
forte. La particularité des désistements qu'on voit, c'est que c'est des désistements qui sont censés être faits par des gens dont l'opinion était quasiment inverse à ce qui est proposé. Ce qui était moins le cas en 2022, ce qui était moins le cas en 2017 et encore moins le cas dans les élections précédentes. Donc c'est ça qui fait peser une vraie inconnue sur ces désistements. Pour le coup, on ne sait pas du tout si cette règle sera suivie. Enfin, on sait déjà qu'elle ne sera pas suivie par pas mal de gens parce qu'on le voit s'exprimer sur le terrain, etc., dans les interviews, les entretiens. Et ça fait que plus que jamais, on l'avait déjà dit au soir du premier tour, plus que jamais, l'issue est absolument imprévisible. Dorian ? Oui, et malgré la vague de désistement, il demeure toujours une centaine de triangulaires, ce qui reste quand même assez inédit. Je crois qu'il faut remonter à 73 pour avoir une proportion pareille. Même la dernière dissolution en date de 97 n'avait pas donné autant de triangulaires. Il reste même une quadrangulaire, je crois. Il y a un premier effet qui va être assez mécanique en termes de répartition des voix ou autre et de projection en siège, qui commence à devenir intéressante maintenant d'ailleurs, qu'on peut affiner en duel ou en triangulaire. C'est que cette vague de désistement va rendre plus compliqué, voire très compliqué, la majorité absolue pour le Rassemblement national. Là, ça restera de l'ordre du très difficile de l'obtenir. Donc ça, c'est un premier effet mécanique. Après, il y a eu un deuxième effet symbolique de tous ces désistements. Et l'effet symbolique est de dire qu'à un moment, et ça a été une pression à la fois des partis politiques, mais aussi de la société civile et aussi des citoyens, de dire il y a des courte période dans une carrière politique, même si une carrière politique peut être longue, où l'histoire te regarde. Et là, durant 2 jours, elle te regardait droit dans les yeux, parce qu'il y avait un effet presque mécanique automatique sur l'effet de ces désistements et sur la capacité à avoir une majorité absolue. Pour autant, et c'est ce que vous disiez tous les deux, l'issue et le scrutin restent encore très ouverts, contrairement à ce qu'on peut imaginer ou entendre, l'élection, elle n'est pas faite. Et ce qui reste très ouvert aussi, ça va être le 3e tour. Parce que là, on rentre dans une reparlementarisation très forte de notre vie démocratique, ce dont on n'a pas trop l'habitude et ce qu'on a assez peu connu depuis 66 ans et la Ve République. Et dans toutes les démocraties parlementaires, il y a aussi le 3e tour de, une fois qu'on a le sortie d'urne, une fois qu'on a stabilisé l'équilibre des forces politiques à l'Assemblée, maintenant, qui gouverne, comment et avec qui? Et ça, c'est l'autre question à laquelle il va falloir commencer à penser dès lundi. Alors certains commencent à y penser dès maintenant, mais c'est une question qu'on peut se poser après coup, après le scrutin. Aurore ? Oui, tout à fait. Et en fait, le problème, c'est que on a le sentiment, d'être évidemment face à un truc complètement inédit. Et aussi, on sait qu'on est dans une démocratie qui est malade, qui est plus très malade. Et là, moi, parfois, je suis un peu inquiète. J'ai l'impression que ce qui est en train de se passer là va lui donner le coup de grâce, quoi. Avec notamment. Si on a on voit là beaucoup cette idée de grande coalition surgir. Je sors d'un plateau tout à l'heure, on en a parlé pendant 1 heure. La grande coalition, donc qui irait en fait du Parti communiste au LR quasiment autour du gouvernement, et donc on a des ministres aujourd'hui, enfin même qui parlent en fait des ministres du gouvernement actuel, qui parlent comme si finalement ils étaient le point de pivot de tout ça, alors que c'est quand même les grands perdants de ce premier tour. Et qui imaginent pouvoir construire comme ça une grande coalition autour d'eux. Et je me dis, comment ça se passera? On a 10 millions d'électeurs qui ont voté pour le RN. Et là, on est en train de faire de la politique fiction qui exclut totalement ces gens, plutôt que c'est pas le bon temps non plus, mais je pense qu'il faut comprendre comment on en est arrivé là. Quels sont les problèmes? Et j'ai pas l'impression, en fait, dans ce qui se profile, que finalement, on va régler ces problèmes-là. Et j'ai peur qu'en 2027, finalement, ce soit un RN à 45% au premier tour, si effectivement, il y a cette grande coalition qui exclut, en plus, pas seulement le RN, mais aussi LFI, qui de toute façon a annoncé la couleur. Et je pense que pour eux, il n'y a pas d'autre solution que de le dire, parce que le vote LFI aujourd'hui est aussi un vote de rupture avec le système. Et il ne peut évidemment pas gouverner avec le système. Mais là, on se retrouve avec encore cette idée, en fait, de faire une coalition qui reprend
tous les partis, entre guillemets, raisonnables. Ça, c'était le grand truc d'Emmanuel Macron, de dire nous, c'est la raison. Et donc là, on va s'associer avec des républicains raisonnables pour continuer à faire tourner l'État. Et je pense qu'on va vers une crise, en tout cas grave. Je vois pas, en fait, qu'est-ce qui peut... Mais t'es plus optimiste que moi. Oui. Alors, non, mais je pense Il en faut. Non, je suis d'accord sur le diagnostic. De toute façon, tout le monde est d'accord sur le fait que la société française est malade et qu'en particulier sur le plan politique, on a atteint une impasse. Le macronisme se termine devant nos yeux. C'est pas glorieux, mais ce qui va se passer après le 7 juillet, c'est totalement inédit. Il y a plusieurs scénarios possibles. Soit, évidemment, le Rassemblement national l'emporte et on aura une cohabitation totalement inédite. Là, évidemment, c'est pas nécessairement réjouissant, mais ça sera une façon pour de nouvelles idées, de se mettre à l'épreuve de la réalité, avec quand même un président qui pourra jouer le rôle de garde-fou. Donc ça c'est le premier scénario. Après, tous les autres scénarios sont totalement inconnus parce que ça nous ramène à la 4e République, ou ça nous renvoie à nos voisins qui eux sont totalement habitués à ça, que ce soit les Pays-Bas, l'Allemagne, etc. Et je trouve que là il y a une opportunité de réinventer la façon de faire la politique. Et c'est là où moi je vois pas ça de façon très négative. Je me dis ça peut-être pour une fois on va avoir des gens en très fort désaccord, essayer de trouver des positions communes sur certains sujets, pas sur tous. Il y aura des sujets qu'on mettra de côté. Et on essaiera d'avancer de façon humble et modeste. Là, je fais un peu de politique fiction, mais je me dis, ça, c'est enfin l'occasion, puisqu'on n'arrive plus à se parler, parlons-nous. Et essayons de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire pendant un an? Regarder une assemblée, se former, être désavoué, se refermer, désavoué. Donc, je ne sais pas. Je pense en tout cas que se hisser à la hauteur de l'événement, c'est aussi essayer de travailler ensemble, malgré nos différences. Et c'est aussi de nouvelles exigences démocratiques. On regarde dans les enquêtes d'opinion ou sur le terrain. Ça, on le voyait déjà dès 2022. Dès 2022, 2 mois après, nous, à la Fondation Jean Jaurès, on sortait une enquête habituelle sur les fractures françaises, et il y a un panel assez intéressant et sur lequel on questionne sur le rapport à la démocratie. Et là, déjà, il y avait une volonté de voir du compromis, de voir du débat à l'Assemblée, finalement de voir un fonctionnement démocratique plus parlementaire que présidentiel, et de voir cette nouvelle culture politique qui se dessine et dont en fait les premiers à s'en prémunir, c'est le personnel politique, en décalage avec la société d'une certaine manière. Et du coup, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Ça va être intéressant de voir comment le personnel politique réagit à l'épreuve de cette nouvelle configuration, de ces nouvelles méthodes, de cette nouvelle culture démocratique à apprendre ou réapprendre, en se disant, moi ça m'évoque 2 choses. D'abord, que de temps perdu de ne pas l'avoir fait depuis 2022. Alors là, il suffit d'être peut-être un scénario où personne n'a une majorité, même relative, pour imaginer des formats de coalition. Ça aurait pu être fait bien avant. On aurait pu, ces 2 dernières années, être dans ce travail parlementaire. Et parce que ça n'a pas été fait, on arrive aussi à des moments de crispation politique et de polarisation affective des débats très forts. Et la deuxième chose, c'est aussi se dire, c'est la norme partout ailleurs dans les démocraties autour de nous. On était le dernier endroit sur le vieux continent à se dire que un groupe politique doit avoir une majorité absolue et gouverner tout seul, pendant que les autres sont condamnés à s'opposer en permanence. Je suis d'accord avec toi, à ceci près quand même que chez nos voisins, il est rare de laisser la force principale, même avec une majorité relative, de côté de cette coalition. Les Allemands, quand ils font leur coalition, alors toujours on dit les Allemands ils sont trop raisonnables. Effectivement, leur système, d'ailleurs de manière assez caricaturale, apparaît un peu chiant avec les consensus. Enfin, cette recherche qui est quelque chose de très, je dirais, du Nord dans cette recherche du consensus, du point d'équilibre. Mais Angela Merkel, quand elle a même une majorité, il faut créer une majorité autour d'un parti qui généralement est le plus grand. Si demain à l'Assemblée nationale le RN obtient qu'une majorité relative, mais une majorité quand même, moi, ça me semble difficile démocratiquement de dire, nous tous, tout autour, on fait notre majorité contre eux. Et c'est ce qui est aujourd'hui dit. Premier point. Le deuxième, c'est aussi les gens qui ont voté, qui voteront peut-être dimanche pour le Rassemblement national. On est face à quelque chose qui, justement, échappe à la raison, en tout cas des analystes, lorsque on sort, je pense, tous les jours, les médias, on fait notre boulot,
boulot, et on s'aperçoit que une telle pose avec une casquette de nazi, qu'une autre un discours complètement lunaire sur moi je suis pas raciste, regardez mon ophtalmo est juif et mon dentiste est musulman. Bon, les brebis galeuses dont parle Jordan Bardella. On penserait que c'est Groland en fait si c'était pas sur une vraie, le premier réflexe c'est ça. Tous les discours que je vois, et je pense d'ailleurs peut-être aux gens qui nous écoutent, tu disais tout à l'heure le profil de nos auditeurs, des urbains, je pense un peu politisés à gauche, qui font des stories Instagram pour dire mais attention, le RN est contre ci, ça, par rapport aux droits des femmes, des choses que tout le monde sait, mais en fait c'est des arguments qui portent pas du tout. Les électeurs du RN... Enfin, en tout cas, une bonne partie, et ça se voit, puisqu'ils continuent à voter pour eux, malgré leurs candidats qui tiennent des propos ouvertement racistes, malgré des candidats qui tiennent des propos antisémites, malgré des candidats qui sont sous curatelle. Et là, on doit bien s'apercevoir qu'il y a quelque chose de plus profond derrière ce vote, qu'il y a quelque chose d'envoyer valser le système, et si le système se reforme contre ce groupe, de façon, je dirais, institutionnelle à l'Assemblée, je pense qu'on peut aller vers une crise de régime, encore plus grave que celle qu'on vit actuellement. Mais c'est là où il faut inventer quelque chose de nouveau. Justement, je ne sais à quoi pourrait ressembler cette coalition, mais elle ne pourrait pas faire semblant de ne pas voir les revendications du groupe majoritaire. Elle serait obligée de les intégrer, d'une manière ou d'une autre. Il me semble, c'est là où il faut inventer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire on peut pas mettre de côté, parce que de toute façon, on sait très bien que le prochain épisode sera le bon, probablement, si on se comporte comme ça. Donc, mais comment fait-on pour intégrer une partie de ce qu'il y a de raisonnable, ou en tout cas de prioritaire, tout en gardant une coalition où les gens dialoguent. Bon, c'est un peu l'enjeu. Encore une fois, on est vraiment face à quelque chose d'absolument incroyable, c'est vrai, quand on y pense. Moi, je persiste à penser qu'il faudrait faire de ce désastre une refondation, en fait, dont on a absolument besoin. Il y a un moment donné, il va falloir sortir, on va pas passer des décennies à gémir et à se dire on va vers le mur, on va vers le mur, on va vers le mur. Tu parlais des médias, bon, et on a beaucoup parlé des médias dans les streams précédents, on va pas que parler, là on a qu'une heure en plus, mais bon, je pose tout de même la question de Fugu Simon, je sais pas bien. Salut Fugu, donc merci d'être avec nous, qui dit mais les médias font leur boulot pour l'interrogation, vous avez attendu la semaine dernière pour sortir tous les cas de candidats RN au passé sombre, mais au lieu de ça, vous nous avez saoulés avec Mélenchon. Bon, il pose la question de la responsabilité des médias dans tout ça, tu as peut-être un avis là-dessus, Aurore, moi je peux pas donner le mien, puisque c'est moi qui vous reçois, mais toi tu peux. On a une part de responsabilité, certainement. On la partage quand même avec d'autres, cette responsabilité, il me semble. Oui. Puis largement. Oui, je pense pas que la diabolisation de LFI soit uniquement le fait des médias, et qui d'ailleurs ont des attitudes très différentes quand même selon leur sensibilité idéologique, leur ligne politique, ce qui n'est pas un gros mot. Et je pense que d'ailleurs, d'une manière plus globale, l'écosystème des médias, par exemple, on parle de Pascal Praud, on parle de CNews, de l'Empire Bolloré, d'ailleurs plus largement, de Cyril Hanouna. Je pense, qui de la poule et de l'œuf, c'est vraiment ce truc-là. Moi, je pense qu'on peut aussi prendre le problème à l'inverse et de dire que dans une logique commerciale et de recherche d'audimat, certains groupes de presse ont décidé de coller plus à leur lectorat et leurs auditeurs, partant du principe que ces opinions-là étaient quasiment absentes du spectre, en tout cas mainstream, des émissions regardées par une majorité de personnes aujourd'hui. C'est très flagrant dans le cas de Cyril Hanouna. On a glissé de quelque chose qui était du talk Secret Story à une émission archi-politisée où il s'agit aujourd'hui sur Europe 1 d'y aller d'ailleurs très franco sur ce qui ne peut plus être dit à la télé et presque, j'ai l'impression qu'il mise sur une victoire, une majorité absolue du RN pour être absous en juillet, parce que sinon l'ARCOM, la facture va être salée. Donc je pense qu'il y a vraiment cette dimension-là. C'est difficile de dire c'est que de la faute des médias. Bien sûr que les médias relaient des prises d'opposition, et quand il y a un discours dominant, en tout cas chez les politiques, et encore plus au gouvernement, qui ont quand même une place, je dirais, de choix dans les médias, et qui ont matraqué sur cette question de LFI, de la diabolisation de LFI, pour en faire un repoussoir. C'était la stratégie, je dirais, d'Emmanuel Macron, c'était se poser en sauveur du Nini, ni LFI, ni RN.
force est de constater que cette stratégie, elle n'a pas marché. Et aujourd'hui, on en est là, quoi. Rémi ? Oui, donc oui, je suis assez d'accord sur les médias ne font qu'amplifier en fait la réalité. Moi, dans cette séquence politique, moi je retiens quand même, il y a des choses qui m'ont frappé. D'abord, la dissolution. C'est Emmanuel Macron qui décide quasiment contre tous, contre l'avis de tous, de faire cette dissolution à un moment, il faut bien l'avouer, qui n'était vraiment pas le bon moment. En fait, on aurait dû, dans la précipitation, c'est la faillite ou la faiblesse du système présidentiel qui est mise en avant là, parce qu'un seul homme, de façon égocentrique, décide de nous mettre dans cette situation-là. Une autre scène qui m'a frappé, c'est Ciotti, vous l'avez tous en tête, qui s'enferme dans son bureau à double tour. Là encore, un seul homme. Climax. Ouais, non mais je vous donne des exemples d'individus, d'un individu qui s'enferme et qui décide à lui tout seul de garder le parti, etc. Vous voyez, et on pourrait comme ça multiplier les exemples d'actes égocentrique. Alors je pense Mélenchon, pour avoir l'ensemble de l'arc-en-ciel, qui lui vous dit oui, je ne m'impose pas, mais je ne m'exclus pas, et surtout je me mets en retrait, et on le voit tous les soirs à la télévision, dans tous les médias, y compris au soir du premier tour, très vite. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire, les médias ne sont que l'amplificateur, en réalité, d'un comportement politique qui est quand même, là, à mon avis, nous, dans les enquêtes qu'on fait depuis 20 ans, le niveau de défiance politique n'a jamais été aussi élevé. Alors, il est élevé depuis 20 ans. La crise politique, c'est pas d'aujourd'hui. Mais on n'a jamais eu des scores aussi élevés. Mais prenez ces trois personnages, Macron, Ciotti, Mélenchon, la façon dont ils se sont comportés, c'est-à-dire en narcissique, en égocentrique. Comment voulez-vous ensuite qu'on puisse parler d'intérêt général ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Pardon, mais juste par rapport à ça, en fait, je trouve que c'est non seulement symptomatique du politique, mais de notre société. On est effectivement dans une société ultralibérale où, enfin, en tout cas, ce libéralisme domine, néolibéral en tout cas, et où justement l'individu est le maître étalon de tout. Comment penser en fait que nos politiques pourraient avoir un autre comportement que celui-ci qui est le commun, et ça c'est bien le problème de la République, c'est bien le problème de la France aujourd'hui, c'est que même cette projection du commun, du nous, c'est quasiment c'est porté disparu en politique. Le nouveau Front populaire même n'a guère d'autre chose à porter sur le nous que le barrage au RN, parce que finalement et je veux pas y aller avec mes gros sabots comme ils sont d'accord sur rien, etc. Non, ils sont pas d'accord sur rien. Ils sont d'accord sur un fond qui leur reste de leur, je dirais, habitus de gauche, qui fait qu'ils se reconnaissent encore les uns les autres, même avec des divergences, comme faisant partie un peu d'une même famille. Mais d'une famille qui a complètement volé en éclats et qui, par rapport à cette idée, en tout cas, de la communauté et même de la communauté de destin qu'est la France, ça fonctionne plus, quoi. Et c'est ça le problème. Et en fait, toutes ces expressions individuelles, toute même la façon dont, effectivement, Macron réagit, tout ça avec une petite dose, je dirais, de Netflixisation, je sais jamais comment le prononcer, mais voilà, on a ce côté série. D'ailleurs, il y a eu plusieurs papiers là-dessus où voilà, la fièvre est apparemment la série préférée des conseillers de Macron. Donc on a des gens en fait qui ne sortent pas au-delà, je dirais même pas du périph'. Là, on est sur un truc 8e, 6e arrondissement, et qui se disent ah ouais, la France dehors, c'est la fièvre, donc on va essayer de répondre enfin c'est lunaire. On est dans quelque chose aujourd'hui avec effectivement ces personnages, des gens qui imitent, qui en imitent d'autres pour se donner une personnalité, pour incarner quelque chose. Moi je suis assez pessimiste. Vous avez remarqué. Et en même temps, quand on mesure le bruit médiatique avant le premier tour, entre le moment de la dissolution et le premier tour, on est sur un bruit média, c'est environ 16 000 articles, émissions qui parlent de l'élection. C'est plus que le bruit médiatique autour des 2 dernières présidentielles réunies. Donc on est sur un événement politico mais aussi médiatique qui est inédit. Et ça sera intéressant en affinant un peu, ça c'est une note d'un collègue, Théo Verdier, pour ne pas le citer, qui a mesuré ce bruit-là. Ce sera intéressant de voir, en affinant l'analyse, est-ce qu'on peut corréler ça, par exemple, avec le taux de participation historique qu'on a vu. Est-ce que, quand on a une telle saturation de l'événement démocratique du moment et du moment politique qu'on vit, est-ce que ça n'aide pas aussi à faire prendre conscience, aussi, aux électrices, aux électeurs, que on vit quelque chose
d'inédit, de fou, et qu'il y a un enjeu à aller voter. Ça peut être... ça sera intéressant de voir si ce côté-là de la pièce est intéressant. Et après... Moi, je prends une mini casquette de conseil sériephile. C'est vrai qu'on a, si on devait comparer le moment série télé qu'on vit, on a plutôt une culture française politique de baron noir. Et là, on bascule dans autre chose, qui est complètement différent. Et on bascule dans une autre série qui est tout aussi formidable, qui s'appelle Borgen, une femme de pouvoir, que peut-être vous avez vu, qui raconte, comme Baron Noir raconte une part de la politique française, cette série-là raconte une part de la politique au Danemark, qui est justement très parlementaire, où dans d'autres cultures démocratiques, on ne vit que comme ça. On ne vit que comme des groupes qui ne sont jamais majoritaires tout seuls, qui doivent faire des alliances parfois improbable, parfois original, qui parfois peut désorienter, mais c'est aussi une forme de culture démocratique qui peut aussi être intéressant. Alors c'est vrai que dans les deux cas, généralement, le plus petit groupe, il n'est important que quand il est pivot entre deux autres. C'est rarement celui-là qui coalise autour de lui, ou en tout cas qui imprime sa marque. Donc c'est vrai que dans les scénarios un peu fous qu'on imagine, il y a quand même une certitude, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près sûr qu'on sera en cohabitation. Il y aura dans tous les cas une cohabitation, il n'y a pas de scénario où le président de la République se retrouve avec le Premier ministre de ses rêves et la majorité de son cœur. On sera nécessairement dans le dialogue, ça c'est une évidence. Il y a Nawel qui adore la série Borgen, il y a Volka qui nous a rejoint, salut, merci de nous rejoindre et nous suivre. Une dernière question sur les médias et après on referme le tiroir médias parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, on pourrait faire 9 streams de 4 heures sur les médias, et je le ferai avec plaisir l'année prochaine. Donc, on a la Brestoise qui nous dit les médias ont une énorme influence et une énorme responsabilité. Ils ont effacé 85% de la population, c'est de l'entre-soi bourgeois et parisien. Et je ne souscris pas totalement à ça, et je pense qu'Aurore non plus. Est-ce que nous sommes un entre-soi bourgeois et parisien ? Et est-ce que nous avons traité cette séquence de manière bourgeoise et parisienne ? Alors j'aimerais... Il faut aussi considérer l'extrême diversité des médias que nous ne représentons peut-être pas tous les deux. Sûr, des médias donc nationaux. Et... Après, moi je pense que toi, en tant que représentant aussi de Radio France, qui a des antennes de France Bleu sur tout le territoire. 44 locales, effectivement, voilà. Dans tout le maillage français. Il y a une couverture. Moi, justement, à Marianne, on est aussi un titre qui essayons de ne pas avoir une vision parisiano-centrée. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais justement de ces électeurs du Rassemblement national. On oppose depuis justement Christophe Guilluy et sa théorie de la France périphérique, qui je pense aujourd'hui, en tout cas au moins sur cette séparation des métropoles en fait, et des zones périurbaines, et voire rurales, on est face à des dynamiques qui sont différentes. Et ça s'est vu aux européennes. Effectivement, on a des scores là où les seules villes, enfin les seuls endroits où le Rassemblement national n'arrive pas en tête, ce sont bien sûr à Paris, moins 3 bureaux de vote, je crois que c'est assez éclatant, et dans les métropoles, les très grandes métropoles, qui ont gardé leur ancrage à gauche. Le reste, c'est le raz-de-marée. Et ça, en fait, pour le comprendre, ce clivage, effectivement, qu'on pourrait penser être un clivage géographique, je pense que parfois, on peut avoir cette tendance à Paris à s'intéresser à des histoires qui sont peut-être parisiennes, à avoir un peu un mépris. Alors, je ne voudrais pas qu'on passe d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a eu tendance... pendant très longtemps, je ne sais pas depuis très longtemps, mais en tout cas, un certain temps, exactement, de dire qu'en gros, les électeurs du RN étaient ou des immenses racistes, ou des abrutis, ou les deux. Et aujourd'hui, il y a en tout cas un discours qui consiste à dire mais attention, vous n'avez rien compris, ils ne sont ni l'un ni l'autre, etc. Je pense que, je n'ai pas rencontré tous les électeurs du RN, je pense qu'il y a encore un fond de personnes qui votent effectivement RN pour des raisons, en tout cas, qui sont racistes, mais c'est loin d'être tous. Et je pense que ça, ce qui a été exprimé, cette colère qu'on a vue en fait pendant le mouvement des Gilets jaunes et qui a terminé totalement en queue de poisson avec le Covid. Et pourtant, cette révolte a failli aller très loin, aller jusqu'à l'Élysée. Et je pense que cette colère-là,
du peuple, de classe moyenne en fait, de classe moyenne paupérisée, de gens qui disent très clairement, moi je ne finis plus mon mois, moi je suis face à des problèmes effectivement qui ne concernent pas les Parisiens, ou à peine un Parisien sur 4 a une voiture. Il y a des gens qui en France, en province, je trouve pas que ce soit un gros mot, la province, moi j'y ai passé les 15 dernières années, j'ai travaillé aussi justement en presse quotidienne régionale et je connais bien justement ces situations. C'est des gens qui ont plusieurs voitures, pour qui la voiture est indispensable, pour qui les services publics se raréfient, et c'est pas une lapalissade de plateau télé que de le dire, quoi. C'est des gens qui n'ont plus d'hôpitaux, de maternités, de médecins même généralistes, et en fait ce truc-là, c'est vrai que parfois on peut avoir tendance à l'oublier, en tout cas, ou en faire quantité négligeable, ou dire oui mais, et je pense qu'aujourd'hui, les politiques, et en fait tous les politiques, et surtout la gauche, qui était en fait d'abord le premier vote pour ces gens qui se sentaient justement un peu laissés pour compte auparavant, avant que le RN fasse cette percée aussi forte dans le milieu, en tout cas ouvrier, et des travailleurs paupérisés, elle doit se poser la question des réponses qu'elle va leur apporter. Parce que je pense que c'est la dernière chance. Rémi Oudguiri. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que dans l'électorat du Rassemblement national, une des caractéristiques, c'est de ne pas être écouté. Enfin, ce sont des gens qui ont le sentiment de ne pas être connus. Effectivement, on parle beaucoup de Paris, on fait comme si effectivement la voiture électrique c'est un sujet plutôt de Parisiens. Prenez simplement les communications pour les automobiles. À la fin, on dit au quotidien, prenez les transports en commun. Or, nous, dans nos chiffres, ce qu'on voit, c'est que la moitié des Français vivent dans des zones où sans voiture, ils ne peuvent avoir accès à rien. Vous voyez, donc il y a une forme de dissonance entre ce que vivent les gens et ce qu'ils entendent. Alors, probablement via certains médias, puisque les élites s'expriment à travers les médias. Et ça me fait penser qu'une des erreurs, je pense, d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir écouté une des revendications majeures des Gilets jaunes, qui était, vous vous rappelez, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. D'ailleurs, je mets ma main à couper que ça sera à la table des prochaines années de faire des référendums ou de faire un peu des consultations citoyennes, beaucoup plus qu'on en a connu dans le passé. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi, je vois très bien dans les enquêtes qu'on fait, chaque année, il y a une chose que nous disent les gens, et ça monte, la France irait mieux si on organisait plus régulièrement des référendums. Et je dois avouer que je suis très étonné que dans son deuxième quinquennat, Emmanuel Macron n'ait pas saisi cette opportunité de le faire. Évidemment, quel sujet, etc. Mais peut-être ça serait une façon de répondre, si on veut raccrocher les wagons et faire en sorte que cette coalition qui pourrait se faire n'exclue pas le parti majoritaire, peut-être sur des problématiques que ce parti majoritaire a mis au cœur de la table. Voilà. En tout cas, je pense qu'il faut absolument redonner la parole et réimpliquer les citoyens de sorte à ce qu'ils se disent, oui, enfin, on m'a écouté. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense même plus loin qu'on ne pourra pas échapper à ce dont une part du personnel politique essaie d'échapper depuis quelques années, à une question très large sur le fonctionnement de notre vie démocratique, sur nos outils démocratiques, sur les formes que peuvent prendre aussi notre démocratie, et qu'on ne pourra pas échapper à la question des institutions, en réalité. On le voit là dans ce qu'on vit, on bouscule jusqu'au bout du bout les institutions de la 5e par une pratique différentes de ce pourquoi elles ont été imaginées et pensées. Et en même temps, il y a cet autre effet qui a été ouvert notamment par le grand débat national et la Convention citoyenne climat ou Convention citoyenne fin de vie, de volonté d'une partie de l'opinion de voir d'autres formes de participation citoyenne au-delà du vote. Ce qu'on a pu appeler pendant un moment des moments de respiration démocratique. Et la respiration démocratique, c'est, si on doit un peu la définir, c'est tout l'inverse de ce qu'on vit là, qui est un moment étouffant, qui est un moment où on asphyxie parce qu'on a un scrutin en 4 semaines, qui est encore plus court que celui de 97, avec toutes les conditions réunies pour avoir une campagne peut-être la plus violente et la plus inintéressante d'un point de vue politique qu'on ait vu ces dernières années. Enfin, pour celles et ceux en tout cas qui je pense commentent un peu ou essaient d'analyser ce qui se passe en ce moment, il y a zéro plaisir. On peut se le dire, ce n'est pas de
nature à monter le niveau et la qualité du débat public et démocratique dans l'organisation de ce scrutin. Donc on ne pourra plus échapper à ce moment-là, de réfléchir à comment est-ce qu'on modernise d'abord nos opérations électorales, et ensuite comment est-ce qu'on favorise plus de participation citoyenne, comment est-ce qu'on va vers une démocratie qui peut aussi être un peu délibérative, un peu participative, ce qui n'empêche pas qu'elle demeure représentative, mais c'est justement ce débat-là qui va être intéressant à moyen terme, parce qu'à court terme, il y aura d'abord le premier débat de comment est-ce que est gouverné ce pays, comment est-ce que l'Assemblée nationale trouve un bon mode de gouvernance, et après sur la question des médias. Moi, je reste quand même à penser que les médias, de manière très très générale, rend complexe l'analyse, parce que entre ce qu'on fait ce soir, ce qu'on fait dans les chaînes d'infos, ce qu'on fait dans de la presse écrite, et dans la presse écrite, ce qu'on fait entre Ouest France ou Le Monde, il y a un monde, il y a énormément de différences en fait, de culture médiatique, d'opinion ou juste de format. Et peut-être que l'enjeu aussi, ce sera de collectivement d'être mieux s'acculturer aussi à comment trouver de l'information, comment la traiter, comment la digérer. Cependant, et c'est quelque chose moi, auquel je pense là, depuis plusieurs jours maintenant, on ne pourra pas échapper aussi, celles et ceux qui organisent les émissions et celles et ceux qui y viennent, à aussi avoir cette réflexion de un peu d'humilité face au moment, et peut-être que sur certaines chaînes ou que certains intervenants manquent un peu parfois d'humilité aussi face aux gens, face à comment on parle de la vie des gens et face au moment aussi. Et là, dans ce moment-là, c'est vrai que ça appelle, je trouve, à un peu d'humilité quand on saute dans le vide, à pas être trop péremptoire. Est-ce que tu peux me citer une seule personnalité politique humble dans ce moment-là ? Je trouve qu'il y en a, je trouve qu'il y en a quelques-unes. Celle et dont on parle beaucoup ces derniers jours, Marine Tondelier, qui je trouve se révèle beaucoup dans la séquence, dans la période. On peut en trouver, sauf que en fait. Et c'est là où je pense que tout procède des institutions, dans le sens où nos institutions fabriquent la nécessité de choisir un camp. On est dans la majorité ou on est dans l'opposition. On vote un budget ou on le vote pas. On est dans un gouvernement ou on le quitte. Donc cette fabrique de la polarisation permanente, elle se retrouve mécaniquement dans le personnel politique. Donc elle se retrouve aussi mécaniquement dans la manière dont on envisage le débat politique. Parce que les institutions ont produit quelque chose de... on fait pas de compromis parce que ça veut dire de la compromission. Ou on peut pas changer d'avis parce que si on change d'avis, on change de veste et donc on a trahi et plus jamais on ne reviendra sur ce qu'on a pu faire. Donc je trouve que c'est là où la culture démocratique et politique qui se reflète dans les médias forcément procède des institutions. Mais c'est aussi un enjeu, du coup, la période qu'on vit, qui est un peu fiévreuse, impose aussi à toutes celles et ceux qui ont une parole dans l'espace médiatique, politique, numérique, de participer à ne pas plus polariser. Et peut-être peut-on rêver d'une nouvelle génération qui va, au vu de ce qui se passe là, avoir envie d'inverser le cours de l'histoire et d'apporter quelque chose de nouveau. Là encore, j'essaie d'être optimiste parce que je pense qu'il faut aussi retrouver notre capacité à être optimiste, y compris dans la façon d'interpréter les choses, parce que là où les médias ont parfois une responsabilité, c'est quand même quand je vois certaines chaînes ne mettre que des mauvaises nouvelles et pire qu'on puisse imaginer en permanence en tête de l'actualité, vous ne pouvez pas à la fin vous étonner que les gens soient au bout de leur vie, comme on dit aujourd'hui. Dans le chat, et après je referme le tiroir des médias, sauf si vous avez envie qu'on continue, mais on en a déjà bien parlé, on va en reparler évidemment, c'est parce que là c'est peut-être pas immédiatement la séquence, ce sera peut-être le temps de l'après. Il y a sur la forme justement, on parlait de la forme, de l'humilité. Arinis nous dit dans le chat, salut Arinis, je vois que tu n'es pas toujours d'accord avec ce qu'on dit, qui dit mais regardez-vous sur le plateau, on croirait des mecs, je suis pas sûr qu'Aurore souscrive, on dirait des mecs en train de boire un café dans un café lounge parisien, c'est lamentable. Arinis peut-être, et je suis pas sûr que Aurore ce genre mec, voilà. Mais j'entends ce que tu écris. Si tu as des propositions à faire sur la forme, moi je suis tout disposé à tout entendre. C'est une émission de débat et d'analyse. Il n'y a pas vraiment d'autre moyen de la faire
qu'en se passant la parole avec des micros, ça donne peut-être effectivement l'impression d'un salon ou d'un entre-soi. Il se trouve que je te lis et que je vous parle, je referme le tiroir. Xavier Bertrand, le président républicain des Hauts-de-France, propose un gouvernement de sursaut national, entre guillemets, un gouvernement provisoire, dit-il ce matin. Donc il fait référence au gouvernement mis en place par le général de Gaulle à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc dans la perspective de la reconstruction. Gouvernement provisoire, ce sont des mots choisis. Est-ce que ça peut faire un écho quelque part ? Comment ça peut être reçu ? Tous les gouvernements vont être provisoires dans les mois qui viennent. Oui, c'est quelque chose, je pense, de très factuel. Après, en fait, quand on voit cette séquence, justement, et qu'on la compare, alors on a eu plein de références historiques de cette période. Finalement, est-ce que l'histoire et cette période finalement glorieuse du Front populaire et du sortir de la guerre de 39-45 est pas finalement la dernière chose qui unit encore un peu les Français ? Je ne sais pas si justement le commun peut se retrouver là, mais en fait, moi, quand on voit la situation en 45 et qu'on la compare avec aujourd'hui, je pense que le problème, c'est que l'envie qui était au sortir de la guerre de se mettre autour de la table, justement, entre les communistes et les gaullistes, principalement pour reconstruire le pays, j'ai pas le sentiment aujourd'hui que ce soit réellement cette concorde nationale en fait qui préside dans ces groupes. On a fait quelque chose qui aujourd'hui, on a abouti en tout cas à un système qui est très polarisé avec 3 blocs qui se détestent, qui ne se parlent plus. Alors effectivement, donc je redis, le bloc RN d'extrême droite, le bloc central macroniste qui s'est réduit d'ailleurs, qui s'est recroquevillé sur lui-même, et de l'autre côté, ce bloc, en tout cas de gauche, qui lui est peut-être un peu moins monolithique, et d'ailleurs on le voit avec les prises de parole de Marine Tondelier. Je pense à aujourd'hui son interview parue dans Libé, où elle laisse quand même cette porte ouverte justement à un travail, en tout cas avec d'autres forces que les siennes, mais en tout cas, par exemple, pour LFI, il est hors de question d'avoir un gouvernement, quelque union que ce soit. Et Manuel Bompard l'a répété, il a dit, nous, c'est notre programme, rien que le programme, tout le programme. Et c'est aussi la stratégie de rupture qui est conduite par le parti, par la France Insoumise. Donc j'ai du mal. Oui, c'est très bien que Xavier Bertrand veut jouer au gaulliste social pour peu que ces mots aient encore un sens. Je vous invite à lire un excellent papier qu'on a publié il y a quelques années dans Marianne à ce sujet. Mais voilà, il veut avoir en tout cas une voix. En fait, on en revient à cette question des individualités où chacun veut faire entendre qui il est, comment il se positionne les uns vis-à-vis des autres. Et lui, avec Éric Ciotti, qui en tant que président du parti LR et parti s'allier au RN, il veut aussi émerger comme étant la personne à droite qui va dicter l'attitude de son camp. Oui, s'il en reste. Moi, je pense que l'analogie ne vaut pas du tout, puisque au sortir de la guerre, il y a un vaincu clair, le nazisme, et puis Vichy qui s'est compromis avec le nazisme. Là, il y a un vainqueur clair qui est le Rassemblement national. Donc, on n'est pas du tout dans la même. Encore, mais... Non, mais en tout cas, au soir du premier tour, il est le vainqueur. Donc, évidemment, il ne le sera peut-être pas la semaine prochaine, dimanche prochain. Donc c'est pas du tout la même situation et donc je pense qu'il vaut mieux laisser ça de côté. Quant à l'idée de sursaut national, là aussi je trouve que c'est un peu en fatigue. Je sais pas, c'est pas. On n'a plus besoin. Moi je pense que on a besoin d'humilité, on a besoin de mesures, de nuances. On a besoin de remettre un peu de dialogue justement face à des forces qui veulent polariser le débat. Parce que si vous polarisez les choses, vous n'aboutissez à rien. Puisque c'est la guerre des Gaules, voilà, chacun se crie dessus, etc. Ça n'a aucun sens. Et il me semble que c'est pour ça que je pense que les références historiques sont pas les bienvenues. Il faut au contraire inventer quelque chose de nouveau. Il faut justement sortir enfin d'un système qui nous plombe, le système présidentiel. Moi, je vois quand même à l'occasion de cette élection qu'on voit bien que le système présidentiel, avec un homme considéré comme un peu le sauveur, ça n'a aucun sens. Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'assez puéril en fait. On voit bien que cette décision, elle n'a pas été la bonne.
Donc je pense qu'au contraire, il faut penser quelque chose de nouveau et il faut que tous ceux qui ont envie de travailler... Alors évidemment, je suis d'accord que Marine Tondelier, elle fait l'effort d'avoir un discours positif dans cette période. Tous ceux qui veulent aller dans cette direction, c'est ceux-là qu'il faut favoriser. Et pas se dire qu'il va y avoir un sauveur qui va sortir de je ne sais où. Dorian, il y a Kyle dans le chat qui te pose une question très précise. Est-ce qu'un gouvernement technique, c'est considéré comme une cohabitation ? On a beaucoup parlé de l'hypothèse d'un gouvernement technique qui réglerait les affaires courantes. C'est une bonne question, mais je ne peut pas y répondre sans savoir qui est dedans, c'est ça ? Oui, et puis pour faire une réponse de Normand, mais c'est un peu fumeux, hein, le truc du gouvernement technique. Ça n'a pas de réalité institutionnelle autre. D'abord, c'est quoi un gouvernement technique ? Un gouvernement, il ne peut être que politique. Il ne peut pas être autrement parce que le gouvernement reflète l'équilibre majoritaire de l'Assemblée nationale. Qu'il soit en majorité absolue ou relative, il ne peut pas refléter autre chose. Donc il ne peut pas être autre chose que technique. La question que ça sous-entend, c'est est-ce que, et on peut mettre en place un gouvernement du coup qui serait composé de personnalités issues de la haute fonction publique ou de l'administration pour administrer les affaires courantes. À cette question, la réponse, moi je pense qu'elle doit être certainement pas. Ce serait la pire des choses à faire. À un moment où le corps électoral se remobilise comme rarement ces 20 dernières années, à un moment de repolitisation intense et à marche forcée d'une partie de la société, à un moment où on voit les pics d'adhésion augmenter dans les partis, où les gens vont tracter pour la première fois, vont voter pour la première fois, où certains qui ne votaient plus reviennent au vote et reviennent aux urnes, dire à tout ce corps électoral non, vous inquiétez pas, on va mettre des directeurs d'administration centrale et puis ça va bien se passer, ça serait la pire des réponses. Notre vie démocratique, elle est ainsi que lundi 8 juillet, il va falloir composer avec celles et ceux qui seront élus à l'Assemblée nationale. Les bulletins avec lesquels ils auront été élus seront tous les mêmes. Et il faut, je pense, mais alors, il faudrait voir d'où vient cette histoire de gouvernement technique qui a pris là, ces derniers jours, ou cette histoire de coalition. En fait, il faut se dire comment ça marche dans une démocratie parlementaire. Et c'est très simple. Il faut regarder partout autour de nous. Ça marche que là, il y a un deuxième tour. Et puis lundi, ce ne sera pas la fin du monde, la République va continuer à survivre et on va voir des groupes politiques qui vont devoir trouver une majorité. Il y a la majorité relative ou le groupe qui arrivera le plus important. C'est pas toujours celui qui gouverne dans les autres démocraties parlementaires. S'il y a une alternative avec une autre majorité, ça peut être celle-là. Et là, comment ça se passe ? Eh bien, il faut trouver un contrat de législature, un contrat de gouvernement. Ça peut prendre du temps parce que ça veut dire il faut réfléchir à quelles mesures la coalition met en œuvre, dans quel calendrier, avec quelle méthode, quelles mesures sont pas discutées parce qu'il y a des trucs sur lesquels tout le monde n'est pas d'accord. Donc ça veut dire trouver du compromis et j'ai plus et ça se passe très bien. Ouais. Et en fait après voir un gouvernement qui soit le reflet des équilibres politiques de cette coalition, c'est là où du coup il faut vraiment voir Borgen parce que c'est intéressant. C'est il y a un groupe, il pèse tant de députés, il a 3 portefeuilles ministériels ou 2 ou autres et il va mettre en œuvre telle mesure et ça se passe comme ça dans les démocraties parlementaires. Et pour l'instant on est toujours dans l'idée qu'en France cette culture de compromis ne peut pas exister. On est dans la culture de la confrontation, on est dans la culture de la défiance. Et alors c'est vrai qu'on ne peut pas faire un saut culturel. Je vais juste donner un exemple. Nous on fait une enquête qui est d'ailleurs faite à l'échelle mondiale par l'équipe de la World Value Survey sur la confiance. Et la France, on mesure notamment la question, on peut faire confiance à tout le monde dans la vie. Et la France a le niveau le plus bas dans tous les pays mesurés. Vous avez environ 24% des Français qui disent oui. On est à 35 en Allemagne, on est à 50 aux États-Unis, on est à 60-70 dans les pays scandinaves. Donc dans les pays scandinaves, il y a énormément de capital confiance, etc. Donc il y a un niveau de défiance très important. C'est ça qui fait que on n'arrive pas à discuter entre nous, et c'est pour ça qu'il y a ces confrontations régulièrement dans la rue, etc. Et moi, alors c'est là où je serais un peu pessimiste, c'est que ce chiffre mesuré depuis les années 80 n'a pas varié en France. Il était de 24 en 1980, de 24 en 90, et en 2023, dernière fois où on l'a mesuré nous, il était à 23. Donc ça veut dire qu'il va falloir, nous qui sommes des Gaulois réfractaires, en tout cas culturellement des défiants, apprendre
à se parler, s'écouter et prendre du temps pour le faire, ce qui n'est pas du tout dans la culture. Les Allemands, ils prennent parfois des mois avant de constituer leur gouvernement. Donc c'est vrai que c'est un défi, introduire du compromis dans la société la plus défiante du monde occidental. Oui, j'ajouterais à ça que la pratique de l'exercice de la démocratie parlementaire telle qu'elle l'a été ces dernières années avec justement les gouvernements successifs de la majorité présidentielle, à coup de 49-3 et en privant la représentation nationale de tout débat sur des sujets dont les Français avaient envie de débattre et avaient quelque chose à dire, a fait énormément de mal aussi. Et de dire aujourd'hui cette hypothèse du gouvernement technique, mais enfin, on dit « Ah, mais le peuple, vous n'avez pas voté comme il faut, alors nous, on va vous mettre des gens qui savent pour continuer ce qu'on avait déjà fait, parce qu'on était déjà des gens raisonnables qui savaient. » Ben là, je pense que c'est ce qu'on avait connu à l'époque des Gilets jaunes va revenir et en pire. Je pense pas que là, je pense qu'on est dans une démocratie qui est déjà atteinte, qui est assez malade, et on peut pas décider. Enfin, malheureusement, je décide de rien, mais en haut, de décider de lui porter ce coup de grâce, ce serait impossible. Enfin, terrible. Oui, d'ailleurs, la question du gouvernement raisonnable ou de la majorité raisonnable ou autre peut aussi être discutée et interrogée. Les ressorts de la politique, c'est aussi de la passion, c'est aussi parfois de l'irrationnel. C'est ce qui est un peu dit dans le chat. Oui, il y a pas comme eux, salut pas comme eux, et qui dit dépolitiser la politique, super idée. Alors je sais pas si c'est ironique ou pas, mais on peut le prendre des deux manières. Ouais. Et je pense pas qu'il faille dépolitiser la politique. Le principe de la politique, c'est de faire parler les gens et qu'ils s'expriment avec de la passion, donc c'est ça. Oui, le truc de dire il y a le camp de la raison, il y a le camp de la modération, c'est aussi une forme de dépolitisation des débats et des voilà. La politique, c'est aussi des convictions qui parfois peuvent être fortes, affirmées, réaffirmées, ou qui peuvent aussi évoluer, et ça peut pas être autre chose, la politique, parce que le gouvernement technique, c'est la fin c'est la mort de la politique, et c'est aussi une fin d'idées qu'on peut se faire de la démocratie. Rémi, j'ai une question pour toi, mais je ne sais plus où tu expliquais ça, c'était sur France Inter ou France Culture, et tu disais fort brillamment, très certainement, que 51% des foyers sont des foyers seuls, et dans certains départements, comme la Creuse, l'Allier, les Alpes-Maritimes, du fait du vieillissement de la population, on a 40% et plus. Est-ce qu'on peut établir une corrélation entre le vote RN et cet état de fait, la solitude des gens, en fait ? Alors, sur lesquels tu as un peu travaillé, je crois. Oui. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que plus vous allez dans des villes ou des villages où les gens sont peu nombreux, le vote RN est important. Mais je pense que cette corrélation devrait être étudiée. Je ne l'ai pas étudiée en particulier, mais en revanche, je pense que dans une société où les gens vivent seuls, et de plus en plus seuls, les opportunités de communiquer, de converser, de dialoguer sont par définition plus rare. Et donc c'est vrai que ces élections, si là je prends ma casquette de sociologue, elles reflètent aussi au niveau des élites, ce qu'on a dit tout à l'heure, l'hyper-narcissisme, l'égocentrisme, l'individualisme, et au niveau de la population française, effectivement, une fragmentation, une archipélisation, comme Jérôme Fourquet l'a écrit, et donc, effectivement, le fait qu'on vit de plus en plus sur son île. Nous, chez Sociovision, on parle de micro-monde. Chacun est dans son micro-monde, et reste dans son micro-monde, et le fait et pour moi, la tendance solo ne fait qu'accentuer ça. Mais je pense que les médias, la technologie, les réseaux sociaux nous renvoient toujours à ces micro-mondes. Donc c'est vrai que l'enjeu pour les années qui viennent, c'est de faire en sorte qu'on sorte de nos micro-mondes et qu'on s'ouvre aux autres. Moi j'ai lu une enquête là, alors elle est très bien faite par un de vos confrères à La Croix, là ils ont fait parler des anciens lecteurs, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais elle est très intéressante, et à chaque fois on leur demande mais quelle serait la solution aujourd'hui pour répondre à ce que nous disent ces élections? Et la plupart nous disent créer des lieux où les gens puissent dialoguer, se rassembler. Voilà, c'est ça en fait l'enjeu. Il faut que les gens reviennent à la table, et plutôt que d'être derrière leur console, derrière leur smartphone, derrière se remettre à dialoguer. Oui, je pense que même au-delà de la question de la solitude, effectivement, des personnes âgées là qu'on évoquait, il y a en tout cas dans le vote RN un facteur isolement ressenti
et très souvent vécu, qui est hyper fort. Et en fait, cet isolement, il est effectivement celui de la personne seule, mais ça peut être aussi celui justement d'être loin des zones urbaines, d'avoir le sentiment en tout cas d'être dans des lieux isolés et qu'on n'a pas relié au reste du territoire, même si d'ailleurs je pense qu'au début de son mandat, le premier en 2017, Emmanuel Macron avait été un peu conscient de cette question et avait mis des programmes en route sur les questions d'aménagement du territoire. Je pense à ces programmes Cœur de ville qui ont d'ailleurs été amplement commentés par justement la presse quotidienne régionale pour essayer de redynamiser des centres-villes qui ferment et qui donnent encore une fois aux gens l'impression d'être les laissés pour compte de la société, en tout cas mondialisée, etc. Et des métropoles qui ont tous les services. Enfin, il y a des gens qui, voilà, quand on parle et quand on voit à Paris ou quand on parle de lignes de tram, de choses comme ça, bon, bah, il y a des gens qui font 2 heures de bagnole pour aller au boulot. Et je terminerai avec ça. Je me souviens, il y a 2 ans, j'avais suivi André Chassaigne dans sa circonscription. André Chassaigne, député communiste du Puy-de-Dôme, qui est dans une circonscription qui vote à droite depuis toujours, qui est la circonscription la plus rurale du Puy-de-Dôme. Mais voilà, les gens votent pour le DD parce que c'est l'homme qu'ils connaissent, qui a réussi à faire avancer des dossiers à l'Assemblée, qui travaille sur ça. Et en même temps, moi, je l'avais suivi une journée en campagne et ce que les gens disaient, c'était ça, c'était parler de leur isolement, c'était parler de leurs problèmes de fibre parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir Internet, de parler des maisons médicales qui ne s'ouvraient pas, etc. Et aujourd'hui, les résultats, le RN est aussi haut que André Chassaigne. Et c'est pas, c'est quelque chose où on voit bien que ce sentiment d'être à côté, d'être loin, d'être seul, recroquevillé, ça joue à plein pour le vote RN. Je vois que l'heure tourne, j'ai une dernière petite question. Pardonnez-moi pour vous. Et après, je vous libère, c'est promis. Pardonnez-moi. On parle beaucoup en ce moment, depuis une semaine, de la fenêtre d'Overton. Donc c'est une allégorie qui situe l'ensemble des idées, des opinions, des pratiques qu'on considère comme plus ou moins acceptables dans l'opinion publique, avec l'idée, si je résume un peu hâtivement, à la truelle, à la grosse louche, que en gros, plus c'est gros, plus ça passe, et que l'opinion en fait s'habitue un peu aux idées radicales. Donc je parle peut-être aux sociologues. Est-ce qu'on n'est pas en train de cranter quelque chose dans l'opinion publique? Est-ce qu'il est possible de revenir en arrière? En septembre, par exemple? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train de s'habituer là à des discours pour lesquels on ne serait pas forcément habitué il y a quelques mois? Est-ce que le RN n'est pas en train d'ouvrir une grande fenêtre et qu'on ne va pas s'habituer à la météo qu'il y a dehors? Moi, si tu veux parce que le concept de la fenêtre d'Overton résume très bien, et ça se passe pas depuis quelques semaines, ça résume très bien ce qu'on voyait déjà en 2022, par exemple, avec la candidature d'Éric Zemmour. Éric Zemmour a été le premier qui, sur l'extrême droite, a élargi considérablement la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire qu'on pousse les murs, on fait rentrer ce qui était autrefois inacceptable, improbable et impensable dans le débat public, jusqu'à s'y habituer et jusqu'à voir des discussions, par exemple sur la question migratoire ou autre, se transformer en proposition de loi. Donc ça, c'est un phénomène qui est à l'œuvre depuis plusieurs années et qui est même qu'on pourrait relier à autre chose, qui est la question de la bataille culturelle. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un champ politique qui a mené une bataille culturelle parfois souterraine, parfois en avançant masqué, et qu'une autre partie de l'échiquier politique a peut-être manqué de réactivité pour se battre sur ces enjeux aussi. Et maintenant, moi, là où je suis pas pessimiste, c'est que j'ai plutôt le sentiment qu'il n'y a jamais rien d'irréversible, que ça soit dans notre système démocratique, dans notre vie politique, il n'y a jamais rien d'irréversible. On est en train de le vivre, parce que jusqu'à présent, la période qu'on vit, le moment qu'on vit, on en viendrait presque à regretter la majorité relative où on ne savait pas comment allait finir un projet de loi ou une motion de censure. Tant ça semblait calme par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. La seule chose qui est sûre, c'est que, enfin, en tout cas, il y a 2 certitudes que moi j'observe. La première, c'est dès lundi prochain, ça va être comment est-ce qu'on gouverne ensemble. Comment est-ce qu'il y a une majorité alternative à celle de la majorité du Rassemblement national qui peut ou pas se créer, se mettre en place. Et comment est-ce que ce mode de gouvernance participe d'apaiser le débat public, participe de
permettre à la société de sortir de la polarisation affective, de retrouver de la polarisation idéologique, parce qu'en démocratie, la polarisation idéologique, elle est saine, elle est heureuse. C'est bien heureux qu'on pense pas tous de la même manière et qu'on soit pas tous d'accord, ou qu'on soit pas obligé d'être toujours dans le camp des raisonnés et de la modération. Et la deuxième chose, ça va être à plus long terme, comment est-ce qu'on réinvente notre architecture institutionnelle, notre vie politique, notre vie démocratique, comment est-ce qu'on réinvente la manière dont on gère les affaires de la cité, au-delà du vote, entre deux votes, et pas uniquement que par du référendum ou de la campagne saccagée en 3 semaines. Mathis me fait signe que je suis en train de mettre des cailloux dans notre horloge très, très huilée ce soir, puisque mes 2 prochains invités sont arrivés, que nous sommes 10, 11 plus moi sur le plateau ce soir. Le mot de la fin, Rémi. Je considère que c'était ton mot de la fin, Dorian. Ça te convient ? Oui. Rémi, le mot de la fin. Pour moi, le mot de la fin, c'est qu'il va falloir qu'effectivement on dépolarise les choses. Mais j'ai envie de dire, la conclusion qui s'impose au vu de nos discussions, c'est qu'on a besoin de se parler avec conviction. Je pense qu'il ne faut pas abandonner ses convictions, mais il va falloir aussi apprendre à ce que ces convictions puissent nous permettre de trouver des compromis. Et pour moi, ça serait ça. Dit comme ça paraît très simple, mais c'est une véritable utopie. En tout cas, c'est mon souhait, et j'espère qu'un jour, je verrai ça arriver. Aurore, le mot de la fin. C'est une patate chaude, vraiment pas sympa pour ceux qui sont jamais venus. C'est ça, moi je suis pas. Non, le mot de la fin, moi je pense que tous les politiques demain auront une responsabilité immense sur le fait de devoir écouter enfin les Français. Alors on a l'impression que c'est une lapalissade, mais je pense que en fait là c'était peut-être la der des der pour justement ce barrage républicain, et les causes qui font de l'autre côté que des gens ont voté pour le Rassemblement national. Je pense qu'il va falloir aussi que les partis s'y attaquent sérieusement, et pas en disant on va reporter ça aux prochaines élections, et en attendant on va essayer de faire des alliances en espérant qu'une fois de plus ça va passer. Je pense que là on est arrivé à un moment où ça passe plus. Peut-être que ça ne passera d'ailleurs pas. Et c'est une urgence.